Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire de rentrée pour nous de Clubcom B2B parce qu'effectivement il a fallu un peu de temps pour préparer ce premier webinaire de Clubcom B2B. On en a un second en mars qui arrivera très vite sur les tendances de la com B2B avec We Are Com. Et là, nous allons parler de e-réputation ce matin. Alors, c'est un mot assez large, e-réputation. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça engendre? Pour ça, j'ai fait appel à des experts que je suis ravi de vous présenter aujourd'hui. Donc, et je vous les présente. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Bonjour Barbara, tu vas bien? Et nous sommes ensemble pendant 1 heure. Vous nous voyez, nous ne vous voyons pas, vous êtes dans le chat. Par contre, vous pourrez poser vos questions de 10 à 11 heures, enfin tout au long dans ce chat, et nous y répondrons au fil de l'eau. Et voilà, nous sommes ravis. Donc, pour faire un tour de nos membres du Club Com B2B qui interviennent ce matin sur le sujet de la e-réputation des entreprises, Valérie, tu peux te présenter? Bonjour, je suis Valérie Renoux, nouvellement directrice de la communication digitale et marque chez Geodis. Geodis, d'accord. Qui est une filiale de la SNCF, je crois. Filiale de la SNCF, exactement. D'accord. Anaïs? Bonjour, donc Anaïs Boilly, je suis directrice communication sur le marché Pro-PME dans le Grand Sud-Ouest. Voilà. Pro-PME, c'est les clients plutôt artisans? Enfin... Ouais, artisans, commerçants, maisons de retraite, camping, voilà, t'as de tout. Tu t'ennuies pas, c'est un gros... Hein? Tu t'ennuies pas, c'est un gros volume de clients sur la région, non? Je te confirme, oui, je m'ennuie pas. Et donc, évidemment, chez Orange. Hein. Mais bon, le rappel pull, du coup, je me suis dit que ce n'était pas la peine de préciser. Voilà. Merci Anaïs, à tout à l'heure. Christiane? Oui, bonjour tout le monde. Je suis Christiane Tran et je suis responsable de communication très spécialisée dans l'employé advocacy. Mais on aura le temps de discuter de l'employé advocacy pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. D'accord, merci Christiane. Et Xavier? Orange, évidemment, pardon. Voilà. J'ai pas le Xavier qui n'est pas encore Orange, mais qui travaille avec Orange. Oui, tout à fait. Bonjour, je m'appelle Xavier Le Maréchal. Je travaille chez LinkedIn en tant que directeur de compte. D'accord. Et du coup, je propose de démarrer avec toi, Xavier. Je crois que tu as une exclusivité, une étude LinkedIn à nous partager pour une mise en bouche sur le sujet de la e-réputation. Donc, je vais partager ta petite présentation. Oui, tout à fait. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, voilà. Est-ce que tu vois bien, Xavier? Oui, c'est bon pour toi? Je te laisse me faire le timekeeper, Thomas, si tu vois. Ouais, il n'y a pas de souci. On n'a qu'1 heure, on va laisser parler ces dames, donc on va essayer d'équilibrer le temps de parole, mais voilà. Pas de souci. Bon, pour le contexte, chez LinkedIn, pour mieux comprendre quels sont en fait les challenges et les opportunités pour positionner sa marque B2B, chaque année, nous réalisons en fait une étude au sein de notre institut B2B auprès des décideurs marketing et des décideurs technologiques. Donc cette année, cette étude a été réalisée auprès de plus de 2000 décideurs marketing et plus de 2000 décideurs technologiques. Et cette étude nous aide en fait à dresser un petit peu le paysage. Alors, est-ce que je peux changer de slide ou pas? Je n'arrive pas. Ah, est-ce que j'ai la... Ah, tu t'en occupes, Thomas, ou je... Ouais, je m'en occupe, ouais. Okay, t'inquiète pas. Ouais. Donc, cette étude nous aide à dresser un peu le paysage des opportunités pour positionner sa marque, en fait, de manière forte et efficace. De cette étude, cette année, se dégagent 5 grandes tendances. C'est une étude qui est assez longue, donc je n'aurai pas l'occasion de parler de l'ensemble de ces tendances, mais on souhaitait vous parler de certaines de ces tendances quand même, 3 en particulier. La première de ces tendances qui est l'importance pour les marques de miser sur la créativité et la crédibilité. L'autre tendance, c'est l'importance aussi d'avoir une stratégie de marque unifiée. Et la dernière tendance, c'était influencer les influenceurs, et j'aurai l'occasion de parler et de donner un peu plus de contexte sur celle-ci. Si on parle de la première tendance, qui est l'importance de capitaliser sur la créativité, je peux te laisser, je ne sais pas si tu peux changer, s'il te plaît, Thomas. Je te remercie. Donc, l'importance de miser sur la créativité. Ce qui ressort en fait de notre étude, c'est qu'en fait, de manière générale, lorsqu'on saute les décideurs, qu'ils soient marketing ou technologiques, ils sont en majorité loin d'être convaincus par les efforts marketing des marques.
Quand on les sonde en détail, 61% d'entre eux estiment que lorsqu'ils sont exposés à des publicités, ils considèrent qu'elles sont trop vagues. Les 3/4 d'entre eux déclarent qu'ils considèrent être mal ciblés, mal targetés par les publicités. Et près de 73% d'entre eux considèrent que les problématiques business auxquelles ils ont affaire sont incomprises ou mal comprises des publicités auxquelles ils sont exposés. L'ensemble de ces réponses et de ces datas ont tendance à dresser un constat qui est assez alarmant en fait, sur l'univers de la créativité et de l'efficacité de la stratégie de contenu des marques B2B et qui en fait est un peu en dissonance avec peut-être plus de qualité qu'on peut retrouver dans l'univers du B2C. Sur le slide suivant, on a aussi voulu en savoir un peu plus dans ce qui était attendu auprès de cette audience de décideurs au niveau de la créa, du message aussi. Et on leur a posé la question de savoir un petit peu ce qu'ils considéraient être acquis aujourd'hui et ce qui pouvait être amélioré. Aujourd'hui, au sein des contenus auxquels ils sont exposés, ils ont le sentiment que ces contenus sont plutôt faciles à comprendre, ils sont plutôt utiles et ils sont plutôt clairs. Mais en revanche, ils considèrent que ces contenus ne réalisent pas certaines de leurs attentes en termes d'information notamment, et ils trouvent que ces contenus devraient et ne sont pas suffisamment crédibles. Ces contenus ne captent pas suffisamment leur attention et ne montrent pas assez leur valeur ajoutée par rapport à leur business. Il s'agit ici là vraiment de challenges pour les entreprises sur lesquelles elles doivent capitaliser pour mettre un petit peu plus en avant l'efficacité et le côté unique de leur solution. Il est d'autant plus important que prendre en compte qu'aujourd'hui, on a des audiences qui sont massivement exposées par du contenu. En moyenne, sur LinkedIn, on dit que c'est près de 93 mètres de contenu qui est navigué par un utilisateur. Ça fait la hauteur de Big Ben. Donc, voilà, il est important pour les marques de se distinguer dans cette masse de contenu. Juste pour faire voilà, le premier bilan peut-être de cette première tendance, comme ça, pour avancer un peu rapidement. Je te laisse changer de slide, Thomas. Bien qu'un contenu clair et factuel soit important, il est vraiment important pour les marques de construire une stratégie de créativité forte pour parler et pour adresser ses clients. Il est indispensable en fait d'avoir de l'impact en mettant au cœur de sa stratégie le storytelling, de mettre en avant une stratégie de ciblage qui soit précise et efficace, et de mettre aussi en avant le pourquoi les solutions des marques sont des débloqueurs de succès pour les clients. Et c'est un peu ce qui manque aussi aujourd'hui et ce qui est mis en avant par la conclusion de cette première tendance. La troisième tendance de notre étude, mais deuxième ici, est l'importance pour les marques de capitaliser sur une stratégie de marque unifiée. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire qu'une stratégie de marque unifiée? C'est une marque qui prend en compte 3 dimensions. La première dimension, évidemment, la dimension marque consommateur, marque acheteur, qui est souvent la dimension la plus maîtrisée. La deuxième dimension est cette notion de marque corporate, le positionnement de votre marque face aux enjeux économiques, face aux enjeux sociaux. Et la dernière dimension est cette marque employeur. Et ce que nous, on va considérer être une stratégie de marque unifiée, ce sont les marques qui vont être capables de définir leur ADN d'entreprise au sein et à l'intersection de ces 3 dimensions. Je veux bien qu'on passe au slide suivant. Et en fait, cet élément-là est très important parce que quand on regarde aujourd'hui les décideurs marketing et les décideurs technologie, ils ont tendance à regarder non pas uniquement cette dimension de marque consommateur, mais l'ensemble de ces dimensions-là pour prendre leurs décisions. Et notamment, un des éléments qui est peut-être un peu moins soutenu aujourd'hui et qui bénéficie peut-être de moins de travail de l'ensemble des marques, c'est la marque employeur. Or, la marque employeur, pour 89% des acheteurs, est une dimension qui est critique et qu'ils vont prendre en considération au moment de leur décision d'achat. Si on se pose la question de quels sont les éléments au sein de cette marque employeur qui sont pris en compte par ces décideurs, il y en a 3 qui ressortent pour définir ce que c'est qu'une bonne marque employeur. Le premier, c'est à 42%, on considère qu'une bonne marque employeur est une marque qui est capable de mettre en avant l'équilibre de ses salariés entre le pro et le perso, qui est aussi capable de mettre en avant des salaires compétitifs et aussi des opportunités de carrière au sein de son entreprise. Et c'est ces 3 facteurs-là aujourd'hui qui font que les décideurs considèrent qu'une marque est une bonne marque employeur. Ce qu'on peut retenir aussi de cette 3e tendance, la première chose, c'est qu'il est important
d'être capable d'évaluer votre niveau de marque employeur et de commencer en fait à communiquer sur cette marque employeur, si ce n'est pas le cas, auprès aussi de votre audience de décideurs, parce que aussi ce sont des éléments qui sont pris en compte aujourd'hui dans la décision d'achat, tout autant que peuvent l'être les dimensions corporate et les dimensions consumer. L'autre élément qui est important ici est excusez-moi, de jouer un actif rôle dans la conception et la promotion de votre marque employeur, comme je viens de le dire, mais aussi de mettre en avant une stratégie de contenu narratif qui est cohérente autour de la marque. Et ce auquel je pense, c'est principalement en fait, d'être capable de communiquer auprès des enjeux sur lesquels vous jouez, sur, par exemple, votre marque corporate aussi. Ces enjeux sont aujourd'hui de plus en plus présents et pris en compte dans les décisions d'achat. On voit beaucoup dans les appels d'offres des questions qui se posent sur, par exemple, le sujet de la sustainability, qui sont des éléments qui sont clés aujourd'hui et qui vont permettre de décider parmi un supplier ou un autre supplier si celui-ci remplit l'ensemble des cases concernant en fait, ce qui est attendu aussi sur ces éléments de marque corporate. Le dernier point que je souhaitais aborder ici, c'est l'importance pour les marques d'influencer les influenceurs. Alors, on peut se poser un peu la question de voilà, quels sont les influenceurs. Et avant de parler des influenceurs, c'est peut-être important de prendre en compte ce que sont en fait que les canaux d'information des décideurs. Aujourd'hui, avant de décider de quel prestataire une marque avec laquelle elle va travailler, elle va d'abord, dans un premier temps, s'intéresser à ce prestataire. C'est d'autant plus vrai dans le monde du B2B où les processus d'achat sont à la fois longs et complexes et peuvent s'étaler sur plusieurs mois. Donc, au sein de notre étude, on a sondé, donc ça c'est le slide suivant, on a sondé auprès de nos décideurs marketing, mais aussi de nos décideurs technologiques, quels étaient les canaux ou les sources d'informations qu'elles jugeaient les plus utiles pour prendre leurs décisions. En premier, à 29%, ressort en canal de décision le plus important les réseaux sociaux. En deuxième, ressort les consultants IT et les partenaires intégrateurs. Puis après, on retrouve évidemment le site web de la marque, mais aussi les moteurs de recherche, les revues des experts et les événements en ligne et webinaires. Ce qui aujourd'hui est vraiment important ici à prendre en compte, c'est l'importance pour les marques d'être à la fois visibles sur l'ensemble de ces canaux d'information, mais aussi de ne pas négliger ce deuxième point qui est les consultants IT, les partenaires et les intégrateurs, et ce qui aujourd'hui, je pense, peut-être l'élément qui est peut-être le moins incorporé souvent dans les stratégies de communication des marques B2B. Très souvent, on oublie un petit peu de s'assurer que nos partenaires, nos intégrateurs, nos experts sont aussi des personnes qui vont influencer potentiellement les acheteurs par rapport à la facilité, à l'aisance d'intégration de nos solutions. Un autre élément qui a été mis en avant par notre étude est la complexité et la diversification des personnes et des fonctions qui sont impliquées au moment de la décision d'achat. D'autant plus depuis le Covid, en fait, on s'est rendu compte qu'avec le travail à distance, avec ce mode de travail hybride, les décisionnaires sont encore plus prudents par rapport à leur investissement, ce qui vient encore plus complexifier la décision d'achat et qui vient mettre encore plus l'accent sur l'importance de communiquer à l'ensemble de ce que nous on appelle le buying committee. Donc, c'est l'ensemble des fonctions qui sont aujourd'hui impliquées dans cette décision d'achat. Et en moyenne, on considère qu'il y a près de 11 personnes qui sont incorporées dans une décision d'achat, que ce soit du côté marketing comme du côté technologique. Et on retrouve dans ces fonctions qui sont impliquées aujourd'hui, en seconde place, la finance, en troisième place, les achats, le BizDev, et beaucoup d'autres fonctions ici qui sont des fonctions qui vont être critiques pour les marques sur lesquelles il va falloir qu'elles fassent aussi un travail de communication pour influencer. Ce travail de communication, c'est influencer et convaincre surtout. Et donc, aujourd'hui, ne pas se limiter à une audience uniquement de décisionnaires technologiques, mais considérer cette audience comme un buying committee sur lesquels influencer. Voilà, en conclusion de cette dernière tendance, ce qui est vraiment important à retenir pour les grandes marques, c'est l'importance d'être présent sur l'ensemble de ces canaux de communication et d'avoir une stratégie dédiée pour chacun d'entre elles, mais aussi de présenter vos solutions et de les communiquer clairement à l'ensemble de ces personnes qui font partie, en fait,
du groupe de décision. Et le dernier point, c'est de communiquer au plus grand nombre, à vos décideurs, mais aussi à l'ensemble de leur écosystème. Aujourd'hui, on sait que ce sont les marques qui ont la capacité à mettre en avant leurs solutions auprès de l'ensemble de ce buying group, de buying committee, qui sont celles qui sont les plus efficaces dans à la fois la facilité de conversion et de transformation des décisions d'achat du B2B. Donc voilà, c'était un petit peu quelques éléments de cette grande étude que nous menons chaque année auprès de LinkedIn pour mettre un petit peu de contexte derrière ces enjeux de marque B2B sur l'ensemble des réseaux. Merci Xavier, c'était très intéressant et nos participants ont plutôt écouté que réagi, mais du coup, on a 2 petites questions que je vais prendre, mais avant, je tiens à préciser que c'est une synthèse, donc du coup, à la question de ILEM, la RSE n'en fait pas partie, ou référent numérique responsable dans ton périmètre d'études. Moi, j'ai vu dans l'étude plus large des éléments de RSE, mais dans les sujets de prédilection et d'innovation, mais c'est vrai que dans cette synthèse, ça ressort pas forcément. Tout à fait, c'est une étude qui fait plusieurs centaines de pages et qui, pour le contexte, on a décidé de réduire à uniquement quelques tendances et quelques éléments plus marquants. Voilà. Après, on a une autre question de Céline, mais je crois qu'elle est plus pour Christiane sur la marque que toi, mais on va voir qui la prend. Bonjour, comment créer une stratégie de marque unifiée quand on ne peut pas promouvoir de produits? Exemple, dans l'industrie pharma ou de la santé, doit-on composer uniquement avec le corporate et la marque employeur? Christiane, on ne t'entend pas. Ton micro est coupé. Le bug traditionnel, pardon. Je pense que Valérie peut également compléter parce que dans des secteurs qui sont très régis par les aspects juridiques, etc., je pense qu'effectivement… Alcool, effectivement, pharma, armement, tous ces sujets-là. Tu y vas, Christiane ou… Vas-y. Moi, je dirais à brûle pour point comme ça, je connais pas, effectivement, je suis pas une spécialiste de l'industrie pharma, mais je dirais que oui, il y a un moment, à part le corporate et la marque employeur, la RSE, on est sur des sujets où vous pouvez pas aller du tout sur le reste. Aujourd'hui, service client, retour client, expérience, il reste effectivement les partenariats, ce que vous apporte la RSE, comme on a appliqué dans la société civile. Voilà, je le dirais comme ça à première vue. Hein. Oui, tout à fait. Et effectivement, après, il y a certains sujets, on va dire, qui sont beaucoup plus réglementés, par exemple. Et là, c'est pareil, il faut vraiment travailler sur ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, quelles sont les limites, etc. Donc, pour le coup, ça limite un peu la com, justement, au corp et à la marque employeur, typiquement. Sur le B2B, en plus, c'est compliqué. Hein. Sur le tabac, par exemple… Pardon, ouais, ça marche sur la santé, mais le tabac, l'alcool sont très encadrés. Enfin, on essaye d'encadrer tout ça. Et là aussi, c'est… Donc, du coup, si vous ne pouvez pas communiquer sur la marque produits et services, vous pouvez faire une autre… ce qu'on appelle pas des subterfuges, mais des façons différentes de parler de vos équipes et de vos produits et services, quoi. De toute façon, il y a ça, on voit bien, par exemple, ça va être le fait, et souvent sur les marques de tabac, il y a un gros sujet sur la marque employeur qui travaille, donc c'est souvent des great place to work. Donc ça, ils le mettent en avant, hein, on peut regarder. Et puis, il y a des sujets, par exemple, comme la contrefaçon de la cigarette. Ça, c'est des sujets sur lesquels se mobilisent beaucoup les fabricants de tabac. Et du coup, leurs efforts, là, ils peuvent en parler, ils peuvent communiquer sur les retombées presse, les actions qu'ils mettent en place avec les douanes, avec le réseau des buralistes. Enfin, il y a quand même il y a des moyens, mais effectivement, dans le cadre législatif qui est imposé. Hein. Oui. Puis on a découvert beaucoup de choses sur les industries de la santé à l'occasion des vaccins, la période Covid. Enfin voilà, on a découvert des nouveaux métiers. Voilà, ça a pas mal communiqué sur les services aux citoyens, et aux patients, et la relation patient. Peut-être insister sur cet axe d'activité nécessaire et essentielle. Alors après, il faut l'illustrer, et justement par ce que tu disais, Thomas, des portraits de collaborateurs, de métiers, des métiers dont on sait qu'ils sont en tension. Donc, voilà, je pense que… Alors, peut-être pas sur tout. Et justement, Baptiste réagit dans le chat, disant qu'on communique sur les domaines thérapeutiques, la marque employeur, la RSE, donc la responsabilité, en fait, mais pas les médicaments marques, c'est interdit. D'accord.
On a des spécialistes. Du coup, on va reprendre le fil de notre déroulé. Je vais demander à nos 3 expertes si elles veulent réagir sur l'étude, la synthèse qu'elles ont appris. Donc, Anaïs, t'as pensé quoi de cette petite étude LinkedIn? Une petite question avant de démarrer, Xavier. Est-ce qu'on me demande si on pourra communiquer l'étude complète? Je suis pas sûr. Il y a tout un process de publication de cette étude LinkedIn qui est prévu de votre côté, quoi. Il y a une partie de l'étude qui est disponible qu'on pourra vous repartager, effectivement. Alors, elle ne sera pas disponible de suite, mais on pourra faire en sorte que vous y ayez accès, il n'y a pas de souci. D'accord. Et la synthèse, ils l'auront, celle qu'on vient de voir. Tout à fait. Ouais. Ok. Anaïs, du coup, ça t'éclaire dans ta stratégie digitale Oui, complètement. Écoute, moi, je vais retenir un axe principal, c'est celui de la créativité. Faire en sorte que nos posts, en tout cas là, sur le réseau LinkedIn, fonctionnent le mieux possible. S'inspirer parfois peut-être d'autres réseaux sociaux pour amener un peu casser un peu les codes en fait de LinkedIn et de nos marques très corporate. Donc voilà. Si je retiens un axe, ce sera celui-là qu'on peut appliquer en com externe, en com interne. Ouais, du coup, est-ce que tu brainstormes avec tes équipes com sur la créativité, sur les nouveaux supports pour te différencier ou pas du tout? Alors, écoute, au-delà de brainstormer, on fait beaucoup de veille. Donc, veille sur les réseaux sociaux. Et ce que j'aime, je te dis, c'est casser un peu les codes, aller utiliser les codes d'autres plateformes pour les amener sur LinkedIn. Et je trouve que finalement, ça fonctionne assez bien parce que ça permet de sortir du lot. Et c'est de susciter une émotion. Et je sais que mon créneau issu de mon équipe, c'est plutôt l'humour. Donc, tous les sujets ne s'y prêtent pas. Mais en tout cas, quand on glisse une touche d'humour dans nos publications, en général, ça réagit plutôt bien. Donc, voilà. D'accord. Merci, Anaïs. On reviendra vers toi après. Attitude. Je confirme, Barbara. Voilà. Christiane, une remarque sur l'étude? Ce qui est intéressant et ce qui m'avait fait réagir justement pour essayer de creuser un peu le sujet, c'est que l'étude indiquait que 29% des personnes allaient plutôt regarder sur les réseaux sociaux ce qui se passait. Et spontanément, je me suis dit, mais sur les réseaux sociaux, quoi, des marques, globalement des individus, des personnes, etc. Et effectivement, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est plus que nécessaire. Ça fait partie justement des éléments que j'évoque dans tout ce qui est sujet d'acculturation, d'onboarding, etc. Les réseaux sociaux, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut y être pour agir, pour s'exprimer, pour être créatif ou pas. Mais aujourd'hui, voilà, c'est important d'être sur les réseaux et c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui, que ce soit sur le B2B, que ce soit en tant que brand ou en tant qu'expert ou qu'en tant que salarié, juste. Voilà, moi, c'est ce qui m'a fait vraiment réagir, cette présence. D'accord. Valérie? Moi, évidemment, la créativité, ça, je pense qu'on le partage tous. Après, ce qui me fait réagir, en tout cas, qui m'interpelle, parce que c'est mon grand sujet, c'est le sujet de la marque unifiée. Comment on arrive à trouver cette intersection des 3 dimensions pour avoir effectivement l'ADN et qu'on retrouve, quels que soient les messages qu'on diffuse. Voilà, ça, je trouve que c'est intéressant. Et puis après, un message qui paraît basique, mais je pense qu'il a besoin là aussi d'être rappelé, c'est qu'il y a les réseaux sociaux, mais comme on disait, c'est un écosystème digital qui va faire la réputation, qui va faire l'influence. Et donc, les réseaux sociaux, c'est une part, mais pas que. Il ne faut pas oublier tout le reste de l'arsenal qu'on a à disposition. Voilà. Et du coup, ça rejoint aussi ce côté influenceur qui a été développé tout à l'heure. Voilà. Ouais, je vais prendre une dernière question de Stéphane Auger, qui travaille sur le B2B international et qui vous concerne, je pense, plutôt Valérie et Christiane, puisque lui, il se pose la question, en fait, Stéphane, adaptez-vous vos éléments de discours, votre communication en fonction de vos marchés stratégiques, sachant que quand on est dans plusieurs pays du monde, c'est un peu complexe. Voilà. Du coup, peut-être Christiane, un élément de réponse. Alors, au niveau corporate, il y a des messages principaux, des éléments de langage, entre guillemets, à faire passer. Et quand on est au corporate, justement, au final, les éléments de langage sont un peu les mêmes. Il y a des déclinaisons, évidemment, selon les pays, selon les territoires, mais il n'y a pas forcément une adaptation spécifique. Peut-être sur des grosses masses, mais en tout cas, d'un point de vue corporate, quand on communique très largement, ce sont des valeurs, ce sont des initiatives, une dynamique, une impulsion. Après, peut-être sur les sujets spécifiques de cyberdéfense, il y a un peu de spécifique par pays ou par marché. Oui, par marché, mais c'est plus par rapport aux indicateurs globaux de contexte.
Après, je ne travaille pas chez Orange Cyberdéfense, et si quelqu'un est là, qu'il interagisse, mais il y a des sujets de leadership au niveau européen, il y a des sujets d'émergence sur la zone Afrique, mais au final, l'idée, c'est quand même de protéger les PME, les entreprises et la population. Donc, l'idée globale, elle est là. Valérie, si je peux me permettre de rebondir, moi qui travaille sur un marché qui est celui du pro-PME sur une région spécifique, je te confirme que oui, Stéphane, j'adapte mes éléments de discours à la population que j'adresse. Et en plus, s'il peut y avoir une couleur locale, ça fonctionne encore mieux, mais je vais essayer de te le montrer après, quand ce sera mon tour. Donc, c'est créativité et proximité en fonction de ton public, quoi. Ouais. Tout à fait. Valérie, je sais que tu n'es pas depuis longtemps chez Géodis, mais est-ce que tu as commencé à te poser cette question? Mais je crois qu'elle est commune, en fait, à ce que disait Christiane, à tout annonceur. C'est-à-dire qu'il y a des messages corporate qui ne vont pas changer. Après, on adapte en fonction des marchés, forcément sur les produits et services. En revanche, c'est sûr que c'est sur la créativité, la manière de présenter nos messages, de les diffuser, etc. On va s'adapter à une culture locale. Mais le fond, pour moi, comme ça, il ne change pas. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. On t'entend plus, Thomas. Tu es sur mute. Ah oui, pardon, j'avais coupé mon micro pour qu'on vous entende mieux. Désolé. Du coup, on va rester avec toi, Valérie. Ça répond tout à fait à la question. Et on va enchaîner. Valérie. Toi, je crois que c'est près de 50 000 collaborateurs à travers le monde chez Géodis. Et du coup, est-ce qu'il y a une marque Géodis, puisque tu es responsable de la marque et digitale, et est-ce que tu as des enjeux là-dessus, quoi? Alors, j'en ai, c'est ce que je soulignais tout à l'heure dans l'étude, c'est le sujet de marque unifiée. Donc, moi, j'ai pris mon poste pour bien donner le cadre parce que je ne suis pas encore, même si je suis #WeAreGeodis, je ne suis pas encore une collaboratrice, je dirais. En tout cas, je suis très récente en tant que collaboratrice parce que je suis arrivée le 7 janvier. Donc, voilà. Donc, moi, je prends, je dirais, la mesure de cette société qui est donc un transporteur et un logisticien à l'international. Il y a un effet, alors, c'est 44 000 salariés sur une soixantaine de pays et on a un réseau de 160 pays puisque de toute façon, voilà, le transport se fait sur un réseau étendu. Et la marque Géodis, la marque unifiée, elle date de 2015. Donc, il y a effectivement des enjeux sur son déploiement, sur sa reconnaissance. Et en ça, les réseaux sociaux et la e-réputation, c'est un sujet, c'est un enjeu. On a des défis, comme notamment en matière commerciale et donc en matière RH. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une marque, je dirais, forte, connue et reconnue. Voilà. Du coup, est-ce qu'il y a une feuille de route pour partager tes enjeux du digital au niveau des équipes, ou pour l'instant tu fais une cartographie? C'est ça. Alors là, nous, on en est à la fois, je dirais, au tout début de ce qu'on appelle tout à l'heure la marque unifiée, puisque jusqu'à présent, ce sujet des réseaux sociaux était préempté, et c'est normal, fruit de l'histoire par le marketing. Donc là, on est en train de regarder, et qui a préempté pour donner peut-être une réponse à certaines questions, l'ensemble des outils, sans véritablement les travailler, à part LinkedIn, sur lequel on est à plus de 700 000, je dirais, enfin, pas je dirais, 700 000 abonnés, il y en a un peu plus, et sur lequel il y a une vraie dynamique commercial, marketing. Donc, on va aller sur le sujet de structurer cette communication et on va faire des choses, je dirais, de manière assez scolaire. Et c'est ça mon enjeu avec l'équipe, c'est d'aller écouter et regarder ce qui se passe, mettre en place des indicateurs pour dire qu'est-ce qui est dit sur Géodis, où est-ce qu'on nous attend. On va aller analyser, cartographier qui sont nos influenceurs, nos ambassadeurs, qui parlent de nous, quand, comment. Enfin, vraiment, ça, c'est du travail, je dirais, basique, mais qui permet là aussi d'avoir une bonne vue de comment on est perçu. C'est quoi finalement notre e-réputation aujourd'hui, au-delà de ce que nous produisons sur nos canaux. Et puis, on va avoir d'autres sujets importants qui va être de se préparer en cas de besoin. C'est-à-dire demain, il y a une crise, comment on fait, comment on répond. Voilà, c'est des sujets, je pense, sur lesquels il faut être prêt. Et puis, le deuxième sujet qui est au plus long cours et dont on parle ici, c'est
qu'est-ce qu'on dit et sur quel canal, comment on se positionne. Typiquement, aujourd'hui, on a commencé, c'est la community manager qui était là, elle a lancé Instagram fin décembre dernier. Donc, elle a déjà une communauté de 1200 collaborateurs, enfin, pas de collaborateurs, mais 1200 fans, on va dire, d'Instagrammeurs qui nous suivent. Et on est vraiment sur un positionnement marque employeur où on raconte, parce que tu dit tout à l'heure dans l'étude, des portraits de collaborateurs, des portraits de métiers dont on a besoin, plutôt sous forme d'histoire, d'illustration, et qu'on essaye d'être le plus authentique possible. Et c'est tout ce travail-là qu'on va structurer et développer sur les mois à venir. Voilà. Merci. Dernière petite question, Valérie. Est-ce que, au niveau de la com digitale, est-ce que ça part de chez toi en descendant en top-down sur les équipes ou ça remonte de tes champions, de tes équipes? Enfin, comment ça diffuse la réputation de Geodis, quoi? C'est tout le travail de la gouvernance et c'est tout le sujet qu'on a structuré. Aujourd'hui, on est dans quelque chose, je dirais qu'il y a les deux dimensions, à la fois très centralisé niveau market, très décentralisé niveau com, mais il y a une gouvernance à mettre en place, justement, parce que la marque unifiée, elle fonctionne qu'avec la gouvernance, je pense, et de manière à ce que tout ça fasse, je dirais, une bonne résonance et pas une dissonance. Ça, je pense que c'est important parce que sinon, il ne faut pas qu'il y ait trop de messages qui soient diffusés, sinon on s'y perd complètement. Et puis, il faut qu'on soit tous dans la même ligne, dans cet ADN qui fait qu'à un moment, on sait que c'est Geodis qui parle. Et il y a un alignement, quel que soit le sujet qui est porté. Merci beaucoup, Valérie. Alors, je regarde, il y a pas mal de questions, mais on essaiera de les prendre à la fin pour ne pas laisser parler tout le monde. Ah oui, petite question de Céline qu'on peut prendre, Valérie, avant de passer à Christiane. Avez-vous fait appel à un prestat pour réaliser un état des lieux de la marque sur les réseaux sociaux ou est-ce que tu as internalisé? Ouais, pour l'instant, j'ai internalisé. On a une agence sur la partie market à laquelle, qui gère aujourd'hui vraiment les contenus marketing, etc., auxquels je pourrais faire je pourrais faire appel. Et d'ailleurs, on l'a fait sur des sujets que moi j'ai identifiés comme des crisettes mineures, en tout cas, des choses qui pouvaient partir assez vite. Et donc, je voulais avoir leur avis et savoir qui étaient ces gens qui postaient sur nous, ces internautes, savoir si il y avait un sujet derrière ou pas. Je le recommanderais dans un premier temps, comme je prends le poste, etc. Et que là, j'en suis donc à moins d'un mois. J'ai essayé de faire ça seule avec l'équipe parce que l'équipe connaissait bien, etc. Mais je pense que dans un deuxième temps, oui, ça peut être très utile de se faire aider par des spécialistes et vraiment, du coup, je recommanderais une agence de réseaux sociaux spécialisée sur l'e-réputation. Là, vraiment, à mon avis, je ne sais pas ce qu'en pensent Christiane et Anaïs, mais je pense que là, ce n'est pas du content. Là, on est sur autre chose. Et après, quel est le niveau de maturité des équipes? Est-ce que tu as prévu un plan de formation au digital ou, enfin, tu vois, pour l'instant, je dirais que je ne le connais pas. Je te dis, je suis vraiment dans ma cartographie, etc. D'observation, exactement. Je ne me prononcerai pas ni dans un sens ni dans un autre parce que voilà, je vois qu'on a quelques champions. Et puis, pour le reste, voilà, j'en suis à mes interrogations. Et je ne sais pas si, alors là, parce que je pense que c'est une manière de passer aussi la parole à Christiane. C'est un vrai chantier. Je pense que c'est long et compliqué à mettre en place, pas si simple. Et donc, je me dis en année 1, si déjà on a vu l'ensemble des priorités, ce qu'on doit travailler, positionner nos canaux, nos messages, commencer à travailler des rubriquages qui sont intéressants, qui sont réguliers. Voilà, si j'ai le temps pour faire le deuxième plan, je le ferai. Mais je pense qu'en année 1, c'est un peu ambitieux. Mais là, je passe la parole à Christiane. Il y a Baptiste qui te partage dans le chat une astuce. Il te parle de Radarly, qui permet de faire cet audit sur les médias sociaux. Je ne le connais pas, je le note. Merci beaucoup, Baptiste. Voilà. Christiane, à toi. Donc, du coup, Orange est très présent, a une réputation forte, de quelques comptes, je crois. Voilà. Alors oui, effectivement, déjà peut-être en préambule pour notre public, notre audience, Orange est quand même une des marques les plus valorisées. Peut-être même en tout cas en 2021, je crois que c'était la première marque valorisée avec un montant équivalent à 16 milliards d'euros. Ça peut changer, on est au début 2023, donc ça peut un peu changer, mais c'est vrai qu'il y a quand même un rayonnement de la marque parce qu'elle est déjà très protégée, donc ça rejoint Valérie quand on parle de gouvernance, parce que quand on a une marque qui est forte comme ça, effectivement, on ne peut pas l'utiliser n'importe comment, on va dire. Et il y a une gouvernance qu'on essaye de mettre en place, centralisée, décentralisée. Donc c'est une question
qui est très tendance en ce moment. Mais toujours est-il, hein, on rayonne, ça c'est sûr. On a été perçu comme assez innovant. Je parle surtout du digital, hein, encore une fois, je ne maîtrise pas les autres médias, mais sur le digital, on est quand même assez innovant. On est une marque qui est assez engageante et ça, j'ai envie de dire, en tant que marque, dans les différents pays où on est présent, hein, parce qu'on est présent dans 26 pays. On a des dirigeants également qui sont très acteurs, très moteurs, qui engagent. Hein. On est parmi les COMEX les plus influents sur le SBF 120. Effectivement, il y a un accompagnement. Oui, c'est un travail de longue haleine. C'est quelque chose qu'on a installé. On a également un corps social qui est très fort, très moteur, très acteur. Et justement, Anaïs pourra évoquer la façon dont elle travaille ce sujet-là au quotidien. Et en fait, nos salariés ont vraiment compris cette importance du social media, d'être présent, d'être actif. Ils n'ont même pas peur, hein, de commenter les publications de nos dirigeants. Et après, on parlait de gouvernance, on parlait d'organisation, mais typiquement, nous, au niveau de la direction de la communication du groupe, on l'a bien compris. Hein, cette importance de l'influence, quelle que soit la forme d'influence. Et c'est pour ça qu'on est vraiment organisé en différents leviers d'influence. On a l'animation des comptes, le own media, donc nos comptes sociaux Orange. Et pour le coup, au niveau écosystème, hein, je crois qu'on a recensé quelque chose comme plus de 200 comptes, une présence de la marque sur plus de 200 comptes, même si sur LinkedIn, on est très présent, puisque Orange compte plus de 900 000 abonnés. Mais on est présent évidemment sur d'autres plateformes. L'animation des comptes, l'accompagnement de nos dirigeants, la leader advocacy, l'influence avec les créateurs de contenu, la présence dans les différents médias digitaux, et je pense typiquement à Brut, à l'Importante, le média positif également, avec qui on va essayer de faire des choses, et toute cette partie salariés, experts salariés, qui sont parfois un peu sous-cotés, qu'on a souvent auparavant mis de côté parce qu'il fallait être vigilant, etc. Mais non, justement, c'est une puissance assez incroyable, assez précautionneux, justement, de protéger la marque. Il y a eu toute cette pédagogie sur comment les accompagner, comment leur faire savoir qu'ils peuvent s'exprimer, parce qu'encore aujourd'hui, certains sont frileux, ont peur de dégrader justement la perception de la marque. Exemple, il y a eu un hashtag assez fédérateur sur le Proud to be Orange. On est fiers d'être Orange. C'est quelque chose qu'on a beaucoup vu monter pendant l'année de Covid, l'année du confinement, parce que des mesures ont été prises en place également. Donc, la visibilité de ce qu'on fait, ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, qui travaillent l'attractivité de la marque, c'est aussi, ça doit faire écho à ce qu'on mène en interne. Pendant un certain temps, je parlais même d'Activia Effect. Ça faisait rire. Mais ce qu'on fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment ce qui drive l'employé advocacy, cette démarche-là. On essaye d'unifier parce qu'il y a un certain nombre d'initiatives. Pour certains, l'employé advocacy, c'est juste l'incarnation des salariés sur les réseaux sociaux. Mais je pense que ça va aussi plus largement. La culture d'entreprise aussi. Merci Christiane. Je crois que tu animes un réseau aussi qui s'appelle Voice, dont je fais partie. Et si je paraphrase un peu l'étude, le but c'est d'influencer les influenceurs ou d'être ambassadeur de la marque Orange. Alors, on va dire ambassadeur déjà, parce que influenceur aujourd'hui, ce mot est plutôt galvaudé, on va éviter de l'utiliser, mais effectivement, tout le monde peut agir à son échelle, et c'est pour ça que effectivement, on a un dispositif, un programme d'employé advocacy qui s'appelle Voices, puisque tous les salariés d'Orange peuvent parler de son entreprise sur les réseaux sociaux, évidemment, mais également dans la vraie vie, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Les premiers ambassadeurs, nos salariés sont les premiers prescripteurs, etc. On fait confiance plutôt à l'interne, aux salariés qui s'expriment, et c'est pour ça qu'il faut, entre guillemets, un peu les chouchouter quand même, leur donner les clés de compréhension. Ça, c'est vraiment le point qui compte le plus pour moi, hein, parce que dans le dispositif, il y a effectivement comment on peut les nourrir, comment on les anime. Exemple, hein, tu étais
tu étais présent hier, on avait un coffee break spécial pendant 45 minutes avec les ambassadeurs qui étaient disponibles pour décrypter, comprendre comment fonctionne LinkedIn. Et en fait, tout ça, c'est pour encourager la prise de parole, encore une fois. Comment performer, parce qu'on a toujours besoin de savoir est-ce que ma publication a été bien vue, quelle impression j'ai pu laisser, le reach, etc. Mais au-delà de ça, c'est comprendre la grammaire des réseaux sociaux pour pouvoir s'y exprimer en son âme et conscience. Et donc, il y a le fond, le décryptage des sujets stratégiques, il y a la forme, comment maîtriser les outils, les réseaux sociaux, etc. Et la combinaison des deux fait qu'ils sont dans un environnement confiant pour s'exprimer. Et donc, ça rejoint un peu notre philosophie d'entreprise de placer l'humain au centre, Human Inside, hein, dont on ne parle plus trop aujourd'hui, mais également notre raison d'être. Pour bien comprendre, Christiane, ces salariés sont libres dans leur contenu. Enfin, tu leur dictes pas les messages à... Non, on accompagne, on explique, mais l'effet perroquet, l'effet homme sandwich, l'effet de voilà un contenu et vous publiez la même chose au même moment avec le même message, plutôt pas. Et justement, si vous écoutez un certain nombre de podcasts ou si vous lisez un certain nombre de sujets autour de l'influence et des stratégies d'orchestration, il y a ce que dit les comptes officiels, il y a la perspective qui peut être mise en avant par les dirigeants et alors sans rentrer dans des vocabulaires marketing, mais la longue traîne, voilà, entre les créateurs de contenu qui vont relayer d'une certaine façon les salariés qui vont se l'approprier, et en fait ça fait une musique, chacun s'exprime sur son domaine de prédilection et sur les sujets qu'on veut mettre en avant, voilà, ça fait une belle orchestration et en tout cas on espère que ça va faire une belle musique. Ouais, dernière petite question, Christiane, avant de passer à Anaïs. Comment animes-tu cette communauté, Alors les voices, les salariés ambassadeurs d'Orange qui souhaitent s'exprimer sur les réseaux sociaux sont animés de plusieurs façons et on va accélérer justement cette année avec de nouveaux outils parce qu'adresser une population, voilà, le mail parfois c'est toujours un peu compliqué. On va accélérer justement, mais concrètement il y a quelque chose qui fonctionne très bien, c'est la newsletter. Ça très clairement, ça fonctionne bien. On a un taux d'ouverture de l'ordre de 70%. Donc voilà, le 100% n'existe pas d'après moi, mais 70% de taux d'ouverture, c'est déjà pas mal. Une newsletter, un espace collaboratif sur lequel ils peuvent trouver les informations, on va dire, de base. Donc, on va justement déployer un outil là très prochainement qui va permettre justement d'incentiver un peu plus, de faire remonter également des publications parce qu'au final, derrière cette notion de communauté, le besoin, c'est de partager ensemble et d'échanger. Et donc, on prévoit justement ce dispositif pour que ce ne soit pas que top-down parce que c'est le travers sur lequel il ne faut pas aller. Laisser cette volonté de s'exprimer, de partager, de créer une communauté qui échange et interagit. Donc ça, c'est vraiment important. Des récompenses, bien évidemment. Des récompenses, mais toujours liées à cet écosystème social media pour la montée en compétences. Ça, c'est vraiment important. Pédagogie, compréhension, montée en compétences. Donc, on espère qu'il y aura de l'adhésion. D'accord. Mais écoute, ça s'agite, ça réagit sur le chat, mais on y reviendra en fin de webinaire pour laisser la parole à celle qui œuvre auprès de la région sud-ouest qui m'est chère. Oui. Voilà, Anaïs. Oui, alors du coup, vas-y, ouais, tu voulais me poser une question, je suis sûre. Je te connais. Ouais, il y a des chances, mais j'ai paumé la question. Donc, Ah mince, attends, tu veux que je fasse la question et la réponse, c'est dans mes cordes. Ouais, je veux bien. Ouais. Ok. Alors, juste, je vous préviens, on va vraiment changer de spectre, même si on va peut-être étayer certains arguments de Christiane, mais moi, je travaille vraiment à la maille d'une unité qu'on appelle un peu opérationnelle, enfin, dans le jargon chez Orange, en tout cas, on appelle ça comme ça. C'est une unité commerciale sur le marché pro-PME. Qui compte 400 collaborateurs qui sont répartis, on va dire, en majorité sur Toulouse, Montpellier et Bordeaux, mais pas que. On a 7 sites et on est vraiment sur tout le territoire. Ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, c'est que les cibles, elles peuvent être hyper variées. Ça peut être des startups, des artisans, des cabinets médicaux, des restos, des écoles. On a vraiment de tout. Mais pour notre stratégie de com digital, on a compris vraiment l'importance d'être présent sur les réseaux sociaux, évidemment au sens large, mais en particulier sur LinkedIn, parce que pour moi, c'est le réseau social sur lequel on a notre cible de professionnels.
Et du coup, ce dont je voulais te parler, c'est de nos objectifs de com digital, donc à la maille d'une unité comme la mienne. Alors, il y en a un qu'on partage tous chez Orange, je pense, c'est faire préférer Orange. Et pour répondre à la question de quelqu'un dans le chat, nous, on essaie d'y apporter une couleur locale. Et avant de parler de mes axes de communication, Thomas, peut-être on peut montrer une première vidéo pour vous montrer ce qu'on produit avec mon équipe pour soigner la e-réputation des pro-PME sur le territoire Grand Sud-Ouest. Thomas, magnéto. C'est parti. C'est parti. Bruno Buchot, directeur général de la société qui gère pour la base autant plus sur l'autre. On fonctionne toute l'année, on a des sportifs de haut niveau, des équipes nationales, des équipes internationales, des clubs amateurs, qui viennent faire des stages sportifs et on fait la prestation hébergement, restauration, des installations sportives, d'être labellisé centre de préparation des Jeux Paris 2024, ça nous permet d'avoir une visibilité internationale. Aujourd'hui, tous les sites français sont référencés et donc on peut aujourd'hui être visible à l'international pour accueillir les équipes olympiques. On a un site qui fait un peu plus de 6 hectares, donc on a 5 bâtiments d'hébergement, on a 2 salles omnisports, un dojo, 2 restaurants, et à un moment donné, il fallait tout connecter. Si tu veux avoir les équipes de haut niveau, ça passe effectivement par avoir un débit constant, un débit réservé ou au moins une connexion toujours performante. Donc, la partie téléphonie, donc sur l'ensemble du site, donc les bâtiments interconnectés, la partie Wi-Fi qu'il fallait faire évoluer en fonction de l'augmentation de la fréquentation des clientèles sur le site, et puis la partie sécurité pour la mise en conformité, ce qu'on n'avait pas précédemment, c'est-à-dire l'identification des personnes à la connexion dans l'intégralité des espaces d'hébergement. Il y a l'aspect effectivement commercial où on m'a accompagné sur quand l'outil n'était pas prêt, me donner des solutions pour que ce soit prêt opérationnel. Donc ça, c'est quand même quelque chose en termes de service plutôt intéressant et sans avoir, j'ai envie de dire, le regard trop pointu. On m'a dit ok, on fait. Donc ça, c'est bien. Moi, j'aime bien les gens qui me parlent comme ça en me disant ok, il n'y a pas de problème, on fait. J'ai un réseau administratif pour nous en termes de fonctionnement qui me permet à l'ensemble de mes collaborateurs sur l'ensemble du site de prendre un ordinateur portable et de se connecter au serveur. Donc ça, c'est notre réseau administratif sécurisé. Et puis après, on a le réseau client qu'on met à disposition de l'ensemble des clients hébergés, donc en connexion au quotidien. Orange, aujourd'hui, c'est l'entreprise que je sens la plus performante sur le marché. J'ai toujours travaillé avec Orange, ça s'est toujours bien passé. Et puis, là, pour le coup, on ne me démontre pas l'inverse, donc je ne vois pas pourquoi je ne continuerai pas. Merci pour la diffusion, Thomas. Donc ça, voilà, typiquement ce contenu, ce type de vidéo de retour client, de feedback client, c'est un de nos axes de com principaux. Donc ça va être vraiment de valoriser l'action de nos équipes sur le territoire, en recueillant des témoignages de clients qui vont livrer leur feedback en vidéo. Et on le sait, Christiane, on peut parler de notre propre marque, mais quand ce sont nos clients qui en parlent, bah, c'est un peu le Graal. Hein. Voilà. On développe aussi un deuxième axe de communication qui est celui de faire connaître nos offres et services à destination de nos clients pro-PME. Je vous montrerai une vidéo dans quelques minutes aussi, mais et puis le dernier, ça va être vraiment de montrer la proximité en fait de nos équipes en communiquant notamment sur la présence sur des salons partout sur le territoire. Donc voilà. Thomas, pour la question que tu ne m'as pas posée. Oui. Je viens de terminer ma réponse. D'accord. Du coup, on enchaîne. Ouais. Excuse-moi. Ouais. Non, mais comment comment tu t'y prends avec ton équipe pour animer cette com digitale sur ce grand territoire du Sud-Ouest qui va des Pyrénées à Montpellier, Toulouse et Bordeaux? Donc tu as l'intention que je dévoile tous mes petits secrets là. Hein. On est dans un déballage public. Ok. Écoute, c'était prévu en même temps. Alors, du coup, je vais vous livrer quelques petits conseils qui fonctionnent pour moi. Donc, j'ai pris mon poste il y a 1 an et demi et je fais de la com depuis 7 ans. Donc
Je vais essayer de vous donner en tout cas mes petits tips à moi. Alors déjà, moi sur les réseaux sociaux, j'essaie de montrer l'exemple. Donc j'essaie de publier le plus régulièrement possible sur LinkedIn, sur mon compte personnel. Je pense que c'est important pour être crédible et reconnu vis-à-vis des équipes qu'on essaye d'embarquer. Le deuxième fondamental, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est pour moi la formation des équipes. Donc pour être à l'aise sur l'utilisation des réseaux sociaux, il faut forcément qu'on puisse les former, qu'ils soient à l'aise à l'utilisation de LinkedIn, au partage, au like, à rechercher de l'information, et aussi le Graal, c'est à publier par eux-mêmes. Donc voilà, donc on a formé évidemment la plupart de nos commerciaux, en tout cas sur LinkedIn. Ensuite, on anime avec mon équipe une petite communauté. Alors, influenceurs, tu l'as dit, c'est un peu galvaudé, mais d'ambassadeurs ou en tout cas de personnes qui ont vraiment envie d'être actifs sur les réseaux sociaux. Ce sont eux qui vont donner l'exemple aux autres, en fait, en créant du contenu, en partageant nos publications. Donc, je pense que ça a aussi son importance pour embarquer un maximum de personnes sur les réseaux. Et tu vas le voir, je vais te remontrer un exemple en vidéo. Thomas, prépare-toi à appuyer sur le magnéto. On essaye aussi de créer du contenu que les collaborateurs vont pouvoir publier sur leur compte. Alors, tu le disais, Christiane, on n'est pas fan de la publication de tout le monde en même temps avec le même contenu, mais c'est du contenu vidéo auquel les salariés ont participé, et après, ils peuvent personnaliser leur message vers leur cible de clients, mais aussi leur cible interne, leur réseau, etc. Je voulais te montrer un exemple de vidéo qui a été produite par un collaborateur de mon équipe et qui concerne une solution de cybersécurité qu'on vend sur notre marché. Thomas, magnéto. Savez-vous que 71% des TPE et des PME qui font l'objet d'une cyberattaque ne s'en remettent pas? Pour cela, Orange propose Cyberprotection. Cyberprotection est une solution de sécurité professionnelle de nouvelle génération combinant intelligence artificielle et humaine. Avec Cyberprotection, vous bénéficiez d'une protection complète des menaces les plus connues. L'utilisation de l'intelligence artificielle permet d'anticiper les nouvelles formes et stratégies d'attaque pour mieux les identifier et les contrer. Rassurez-vous, les mises à jour sont effectuées automatiquement par Orange Cyberdéfense. Grâce au tableau de bord, disponible depuis Espace Client, vous seul pourrez suivre votre activité en temps réel. Bénéficiez sans plus tarder de cyberprotection. Pensez pour diminuer les risques de cyberattaques d'aujourd'hui et réagir rapidement à ceux de demain. Merci Thomas. Et du coup, je vais... Là, c'est la créativité, proximité, ouais. et voilà. En fait, je vais en profiter pour prendre juste 2 questions dans le chat. Tu sais, je fais les questions et les réponses, et en plus, je prends ton rôle d'animateur. Il va jamais me réinviter. C'est fini, c'est la dernière fois. Vous me disiez comment vous faites pour embarquer en fait les salariés dans ce voyage, dans mon voyage. Il y a un truc qui fonctionne super bien, c'est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que parmi les 400 collaborateurs que j'ai, certains sont à l'aise pour être acteurs là dans ce type de vidéo, et en fait, ça donne envie de partager parce que c'est un collègue qui a aidé à créer ce contenu, c'est un collègue qui incarne cette offre. Et en fait, on arrive plus à embarquer les équipes à partager la vidéo de leurs collègues que si on leur propose un contenu qui est très corporate, qui est top, mais voilà, qui n'a pas cette couleur locale, qui est moins incarné. Donc ça fonctionne très bien. Vas-y. Excuse-moi Anaïs, juste pour préciser qu'il nous reste 7 minutes ensemble, ça passe très vite, une heure. Donc on va faire des réponses courtes et juste en même temps qu'on continue et on prendra. Est-ce que vous pouvez, on aime bien avoir votre ressenti pour nous optimiser sur les prochains. Donc on va faire un petit rôti de 1 à 5, 5 étant la meilleure note. Voilà. Dites-nous si c'est utile et puis Anaïs, tu peux enchaîner en animatrice. En même temps, d'accord, ok, je continue. Voilà.
Non, voilà. Après, j'avais une autre question. Ah oui, comment je fais pour que mes producteurs respectent la charte Alors, pour tout te dire, j'ai des collaborateurs donc, qui sont responsables communication et qui, du coup, produisent ces contenus. Donc, ils proposent un texte aux personnes qui sont interviewées là, dans ce type de vidéo. Et après, c'est eux qui font les montages. Donc c'est charté, quoi. Voilà, c'est un petit secret facile. Voilà, merci Anaïs. Xavier, tu n'as pas beaucoup parlé, tu veux prendre une ou deux questions du public là? Enfin, tu as beaucoup parlé au début, mais après. Oui, je veux bien, j'ai vu passer plusieurs questions. La première par rapport à comment on mesure sa réputation, enfin de manière générale, sa réputation de marque, j'imagine. C'est le SSI, non? Je sais pas. Mais en tout cas, nous, en fait, je pense que la meilleure manière de mesurer sa réputation, c'est d'utiliser les outils qui permettent de mesurer le positionnement de marque, notamment les études de notoriété, ce que nous, on appelle aussi les brand lift surveys. Ce sont des outils qui permettent à la fois de comprendre l'efficacité d'une stratégie de communication, mais qui sont aussi des baromètres par rapport au positionnement de votre marque versus potentiellement des concurrents. Au sein de chez LinkedIn, par exemple, nous, on a la possibilité, on travaille avec un outil d'études de notoriété qu'on a construit en interne, mais on travaille aussi en partenariat avec Nielsen, qui peut mettre en place des études de notoriété couplées à des stratégies de communication marketing sur LinkedIn pour mesurer l'efficacité de ces communications sur la plateforme, mais aussi pour prendre le pouls par rapport au positionnement de votre marque. L'avantage de ce genre d'études de notoriété couplées à une plateforme comme LinkedIn, c'est que vous allez bénéficier à la fois des réponses des personnes qui ont été exposées, des personnes qui n'ont pas été exposées, donc voir le delta entre le avant-après votre communication, mais aussi d'associer le profil de ces répondants à notre outil de qualification démographique et donc d'avoir une compréhension, une visibilité, une lecture sur l'audience qui répond. J'ai vu une autre question aussi par rapport à la duplication du contenu, l'algorithme. Juste pour revenir à cette question, je pense que l'enjeu de cette question est surtout, en fait, comment créer du contenu efficace et authentique sur LinkedIn, potentiellement, plus que voilà, d'aborder le sujet de la duplication des contenus. Je pense que l'enjeu est surtout, en fait, comment est-ce que les gens peuvent se positionner sur LinkedIn, qu'est-ce qu'ils peuvent raconter. Je pense qu'il y a beaucoup de tabous ou de choses qui peuvent bloquer, que les gens peuvent appréhender avant de communiquer. Je pense que sur LinkedIn, il est important de se positionner comme on se positionnerait au travail. Et donc, je pense que vous pouvez communiquer sur LinkedIn de la même manière que vous communiquerez dans votre entreprise. Ça vous permet déjà de définir un peu le champ des possibilités d'un point de vue communication. Et l'autre sujet, c'est d'être authentique. On sait que l'authenticité, c'est ce qui fonctionne le plus et c'est ce qui est le plus attendu, en fait, de par votre audience. Le dernier point, c'est si on fait cet exercice auprès des audiences les plus execs qui veulent se positionner en tant que leader d'opinion ou ambassadeur d'une marque, je pense qu'elles ne manquent pas dans leur quotidien de sujets sur lesquels elles peuvent communiquer. Sur LinkedIn, il y a énormément de choses qui se passent dans la vie d'un exécutif, par exemple, sur lesquelles ils peuvent communiquer leur participation à des événements pour faire part de leur expertise, ce qui se passe au quotidien dans l'entreprise, la reconnaissance des employés. Enfin, voilà, il y a vraiment une quantité assez importante de sujets sur lesquels ils peuvent engager et interagir. Merci Xavier. Merci à celles et ceux qui nous ont mis 5 dans le chat. Ça prouve que nos webinaires sont utiles pour les métiers des communicants. C'est super. Donc, continuez à nous mettre des 5, ça nous encourage. Et juste un mot de la fin pour chacun d'entre vous. Du coup, en résumé sur notre sujet e-réputation, un communicant B2B, pour vous, il doit agir comment sur la e-réputation par rapport à l'étude, par rapport à ce qu'on s'est dit, Anaïs? Voilà, un petit mot de la fin rapide parce que il nous reste 2 minutes. Le mot de la fin. Tu me lâches le mot de la fin comme ça, là. Attends, voilà, le mot de la fin. Animé, hein. C'est quoi la mission d'un communicant B2B sur la réputation? C'est important. Il doit faire preuve de créativité, de proximité, d'originalité, d'audace ou... Absolument. Je valide tout ce que tu as dit. Et si je reste sur mon créneau qui est l'employé advocacy, c'est faire de nos collaborateurs des experts. Qui peuvent prendre la parole et être crédibles pour prendre la parole pour la marque et voilà, et en contrepartie, en fait, c'est un cercle vertueux parce que en tant qu'experts, ils agissent aussi pour la e-réputation de notre marque. Donc, je terminerai là-dessus sur l'employé advocacy. Hein. Après, il y a plein d'autres sujets, mais il est 58. Ouais, merci Anaïs. Christiane? Effectivement, et en fait, tous les adjectifs que tu as cités, simple, proche, c'est un peu les valeurs de notre marque, j'ai envie de dire.
Donc, ça tombe bien. Orange est simple, proche, audacieux même parfois. Donc, enfin voilà, pédagogie, montée en compétences, appropriation. C'est un peu des sujets de transformation, même si j'aime pas beaucoup ce mot-là. D'accord. Valérie, pour les employés de Géodis, tu es en micro coupé, Valérie. Reviens. En attendant que Valérie revienne, Xavier, tu as un mot de la fin? Ah non, c'est bon. Ça y est, c'est revenu. Valérie, je la refais. Vas-y. Un petit mot de la fin, des compétences d'un communicant B2B sur la réputation que tu attends à Géodis? Je dirais bien réfléchir et anticiper en priorité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire, comment il veut le dire, sur quel canal. Et après, il peut faire preuve effectivement de tout ce qu'on a vu et tout ce qu'ont répété et Christiane et Anaïs, il faut partager, hein, pas le côté de créativité, mais d'abord, c'est quoi mon positionnement et qu'est-ce que je veux dire et où est-ce que je veux le dire. Et après, il peut s'amuser, je dirais. Et c'est pas le but, hein. C'est vraiment définir le cadre pour pouvoir pour s'amuser, pour que ce soit plus ce sujet où on se dit oh là là, mais comment je vais être ressenti, comment je vais être vu, est-ce que je peux le faire. Si le cadre est clair, après, c'est que du bonheur, hein, quel que soit le temps qu'on Et pas oublier que c'est de la publication externe, hein. Ça sort quand même du sphère de l'entreprise. C'est pour ça, c'est ce qui fait la grande peur, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que disait tout à l'heure Xavier, c'est être dans, en fait, sur LinkedIn, comme on est dans l'entreprise, mais dans l'entreprise, il y a des rigolos, il y a des gens sérieux, enfin voilà, mais on est dans un cadre qu'il faut bien définir. D'accord, merci Valérie. Xavier, du coup, une publication réussie sur LinkedIn, c'est quoi pour toi? Moi je dois avoir un mot de la fin, je pense que si on parle de positionnement de marque et de manière de communiquer, quand on communique, on s'adresse à des gens. Et quand on est dans le cadre du monde du B2B, souvent on pense que c'est un cadre qui est différent de celui du B2C ou de d'autres domaines. Je pense que ce n'est pas le cas. Je pense qu'une communication réussie, c'est une communication qui fait de l'émotion, qui joue sur le domaine de l'émotion. En face de nous, ça a beau être peut-être un groupe d'acheteurs B2B, ça reste des humains. Et donc, je pense être capable de les toucher sur leurs émotions, c'est une bonne communication. Ok, mais écoutez, on arrive à la fin de l'heure de ce webinaire. Je remercie notre public, je remercie nos experts. Et Anaïs, apparemment, ils veulent faire une prochaine réunion sur le site de Toulouse, donc Montpellier. Voilà, avec dans plaisir. Le sud. Voilà. Je vous invite, Valérie, Christiane, Thomas et Xavier. Allez, on poursuivra les échanges. À bientôt. Prochain rendez-vous sur les tendances de la communication en digital. Vous pouvez être n'importe où, au Pays Basque, n'importe où, au mois de mars. Voilà, à très bientôt, à très vite et bonne journée. Merci à toutes et à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.